Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone crypto-blockchain. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Saimi, fondateur et CEO de Start Mining. Bonjour Saimi, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de vous, mais aussi de votre projet qui est très innovant dans le minage du Bitcoin. Les auditeurs vont découvrir ou connaissent déjà Start Mining, dont vous êtes le fondateur et le CEO. Et avant qu'on commence, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Avec plaisir. Bonjour Maxime, merci de me recevoir dans cette émission podcast. Je m'appelle Sim Baragan, je suis le CEO de Start Mining et je prends beaucoup de plaisir à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui en interne, révolutionner à notre humble niveau et à notre humble échelle l'univers du minage des crypto-monnaies et le rendre autant que faire se peut le plus accessible possible pour tous. Hmm. Et depuis quand vous vous intéressez à la crypto? J'ai envie de dire depuis toujours, mais ce serait faux. Depuis toujours, depuis que je connais la crypto, non, depuis 5 ans, 5-6 ans à peu près. Donc, moi, j'ai rencontré le monde de la crypto-monnaie en 2017. Donc, juste avant le bull market de 2017. Mais c'est pas tant la crypto-monnaie que j'ai rencontré, c'est le minage que j'ai rencontré. Et c'est le minage qui m'a amené à la crypto-monnaie. Précisément, c'est le concept du minage, de création de richesse à la portée de tout un chacun finalement, qui m'a généré de l'intérêt pour le monde enfin pour l'univers au sens large des crypto-monnaies. Parce que aussi à l'époque, vous avez travaillé chez EDF. Est-ce que c'est cette raison-là qui c'est comme ça que vous avez découvert le minage? Vous êtes bien renseigné, Maxime. Maxime, pour ceux qui nous écoutent, travaille au service des renseignements. Non, je plaisante. Non, non, du tout en fait, parce que alors EDF, c'était une très 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 belle expérience de vie et expérience professionnelle, puisque EDF m'a aidé, m'a formé dans les connaissances de marché de l'énergie, dans l'éducation même du secteur de l'énergie, la production et la distribution d'énergie. Et c'était mon rôle quand j'étais en poste là-bas. C'était vraiment de décortiquer des factures d'énergie pour des entreprises, comprendre le système de taxation, le modèle économique même d'EDF, et de comprendre le système de distribution et les coûts associés. Enfin bref, voilà, ça m'a aidé. Et en fait, l'énergie, c'est la base du minage, c'est la base du proof of work. C'est ce qui en fait, c'est ce qui fait même la valeur, le sous-jacent de valeur de certaines monnaies telles que Bitcoin. Donc il y a évidemment la croyance, il y a l'usage, mais il y a aussi l'énergie. C'est extrêmement important de le souligner. Et en fait, ça m'a pas amené au minage. C'est plus des chocs de vie et des épreuves de vie qui m'ont amené à découvrir par une totale inadvertance le minage, puisque je cherchais à travailler. J'avais besoin d'un emploi. Je sortais d'une situation très difficile, très douloureuse. Et dans un site internet qui faisait le répertoire des 300 métiers et 300 façons de gagner sa vie avec un PC, j'ai découvert le minage à la 299e. J'ai tout lu, littéralement tout lu. À 299e façon, je découvre le minage. Et à la 300e, je découvre, bah maintenant que vous avez lu les 299 précédentes, passez à l'action. Et je suis passé à l'action. La 300e façon de gagner sa vie, c'est à un moment donné d'agir. Effectivement, quand tu as lu pendant des heures l'ensemble du répertoire de tout ce qui existe, il faut passer à l'action. C'est ce que j'ai fait. Et là où EDF a été très important, c'est que j'avais des bases solides dans le secteur de l'énergie qui m'a aidé à comprendre comment miner de manière rentable. Et ça a tout changé. Et c'est ce qui m'a aidé ensuite pour aider d'autres personnes que j'ai rencontrées qui sont devenues des confrères du minage. Et là, l'histoire du minage et l'histoire du start mining a commencé ses balbutiements. Ok. Vous rebondissez bien parce que je suis quelqu'un qui aime les citations inspirantes, surtout si elles nous marquent l'esprit. Et je suis tombé sur une d'entre elles dont vous êtes l'auteur. L'humilité est le plus grand des succès, être tourné vers les autres la plus belle des récompenses. Qu'est-ce qui vous a fait faire prendre conscience d'écrire cette phrase? Alors, parce que, alors, il y a beaucoup de choses. Je vais apporter une réponse au passé, parce que j'aurai encore une réponse peut-être plus mûre aujourd'hui au présent, avec les gens que j'ai rencontrés, mais au passé, au moment où j'ai écrit cette phrase, c'est véritablement que, bah, il a fallu déjà démarrer humblement, modestement.
On n'a pas fait de prêt, on n'a pas fait de levée de fonds. On n'était pas entouré non plus des cerveaux les plus brillants. Il a fallu démarrer avec ce qu'on avait, c'est-à-dire avec 3 fois rien. Le capital de start au début, c'était 1000 euros, c'était un petit capital, c'était vraiment les débuts. Et en fait, même si on était pionnier dans notre domaine d'activité, même si on était avant-gardiste, il fallait rester humble, il fallait pas prendre la grosse tête. Et surtout lorsque le bull market est arrivé, lorsque on a fait nos premiers chiffres d'affaires, lorsqu'on a fait nos plus gros clients, et que tout est parti ensuite très vite, il fallait rester humble et modeste et bon père de famille dans le choix des investissements, dans la gestion même de l'entreprise, dans le choix de partenaires, de fournisseurs, dans la gestion de clients. Et je pense que l'humilité, c'est une gardienne précieuse qui nous aide à rester pied sur terre, mais aussi à rester au niveau de tout ce monde qui nous entoure. Je pense que l'humilité, et je le pense depuis très longtemps, c'est une richesse qui n'est pas le lot de chacun et qu'il faut garder précieusement, sincèrement. Et aujourd'hui, enfin, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées qui aujourd'hui travaillent dans des postes assez importants, chez PwC, chez HSBC ou autres, des gens qui ont évolué mais que j'ai rencontrés dans le Web3, ces gens-là me montrent clairement par leur humilité que ben, ce qui est précieux chez un individu et ce qui en fait la valeur, c'est pas l'argent qu'il a sur lui, c'est pas le niveau social qu'il a. En fait, c'est son humilité, parce que je crois que l'humilité, c'est la vision que tu te fais de la vie, et la vision que tu te fais des autres, et surtout la vision que tu te fais de toi dans la vie, et ta place Mm. dans l'univers. Et je trouve ça magnifique. Et je Mm. vais juste te dire un autre truc, c'est qu'humilité vient quand même de humus. Humus, c'est la terre. Et humus, ça a la même racine que humain. Donc humilité et humain, ça va de pair. Ça va ensemble. Ça a la même racine. C'est la terre. Voilà. Et il faut se rappeler qu'on vient de la terre. Et je trouve ça beau, en fait. C'est que tous les humains devraient être humbles, en vérité. Mm. Vous avez fait quoi comme études? Alors, c'est l'étude de la vie. Si tu me demandes comment d'où je te sors ça, c'est les études de la vie. C'est pas l'étude, c'est pas avec mes études de commerce et chez EDF que j'ai appris ça. C'est l'étude de la vie. J'ai des parents croyants pratiquants aussi. Ça m'a forgé. Je suis né avec des concepts, des valeurs et une éthique de vie qui continuent de, de, de qualifier le chemin que j'emprunte, que ce soit dans mon parcours perso ou mon parcours pro. Et d'ailleurs, c'est une guideline pour toute l'entreprise, pour même le choix de recrutement des salariés en interne, que ce soit pour le choix des fournisseurs, des partenaires, mais même pour les décisions de scaling. Où est-ce qu'on va scale, dans quel pays. Euh, la guideline, c'est vraiment les valeurs qu'on a et que j'essaie de transmettre en tout cas à l'entreprise. Voilà. Mm. Et c'était quoi les plus grandes difficultés au départ lorsque vous avez créé Start Mining? Alors, d'énormes difficultés, je pense que ça donnera lieu. C'est pas un chapitre, c'est un livre. C'est un livre. En termes de difficultés, je crois pas. Je sais pas si une entreprise. J'ai jamais entendu parler d'une entreprise qui a vécu ce qu'on a traversé. C'est juste fou. Je vais te la faire simple. Euh, j'ai déjà été déclaré décédé par notre fournisseur Internet. On a reçu une lettre de condoléances. L'entreprise a failli mourir à ce moment-là. C'est une erreur bancaire. Il a fallu que je prouve que j'étais vivant, donc j'ai dû aller à la mairie. Ça a été 3 mois d'arrêt d'activité. C'était avant qu'on ait Start Mining officiellement. Start Mining en tant qu'SAS, telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était l'ancienne entreprise que j'avais appelée Start Mining. Mais le fait d'avoir été déclaré décédé, d'avoir dû me battre pendant 3 mois, les machines étaient à l'arrêt, ça a été une cacophonie. Au moment de la colocation, si tu veux, quand le conseil de colocation est né en France et que je l'avais mis en place et que je le développais justement à Toulon, dans le sud de la France, le fait d'avoir été déclaré décédé, de devoir aller à la mairie de ma commune demander un extrait d'existence pour l'envoyer ensuite à mon fournisseur Mm. Internet et d'avoir su par la suite avec une enquête que c'est la banque qui avait fait une fausse manip et qui m'avait déclaré décédé, tout ça a été très traumatisant. Ça m'a enchaîné sur une dépression. J'ai fait un burn-out, je me suis relevé et avec mon ami, mon meilleur ami, qui est devenu associé on a créé une nouvelle entreprise qui était Start Mining SAS au capital de 56 800 euros à l'époque. On a fait entrer plein d'actionnaires. Là, vraiment, on a vraiment créé Start Mining telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est la même entreprise.
Sauf que, donc on signe un gros contrat, fonds d'investissement italien, la totale. Le minage, la colocation de mining, si tu veux, prend son essor. Ça y est, à ce moment-là, dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Tout explose, tout est génial, tout est incroyable. On a plus de 2 millions sous gestion, c'est juste fou en 2019. Sauf que mon meilleur ami décède un mois plus tard. Et là, tout s'arrête. Donc en fait, je refais un burn-out. Et pendant un an, je vais galérer. La DeFi explose, 2020. La DeFi est à son comble. Tout le monde entend parler de produits d'invest. Ethereum explose littéralement. On va sortir de la période Covid. Il y a des réinjections monétaires massives. Et moi, je suis en burn-out. Donc, je vais louper toute la période, si tu veux. Toutes les boîtes qui se sont mises dans le staking, je vais louper toute cette période-là. Nous, on ne va pas rentrer dans le produit de staking. On va rester concentré sur le minage. On va essayer surtout de se relever et de faire que nos quelques clients vont survivre parce qu'on gère une colocation. Et dans ce navire de la colocation, il y a des gens qui comptent sur nous, qui nous font confiance. Et j'ai pas le droit, en fait, de burner. C'est interdit de sombrer. Donc, on va tout faire pour. Et je vais rencontrer mon nouvel associé, Thibaut Spanier, qui va m'aider énormément. Pas sur le plan psychologique, mais sur le plan technique et physique. M'aider à relever la coloc et de faire en sorte qu'à Sophia Antipolis, on réussisse et que ce soit un succès, malgré tout, et qu'on puisse scale dans un autre pays qui s'appellera l'Islande, où vraiment, là, la colocation va littéralement exploser et on va multiplier par plus de 40 nos opérations. Et pourquoi vous avez décidé de miner du Bitcoin en Islande? On minait pas du Bitcoin tout de suite en Islande, ça a été plutôt de l'Ether, à vrai dire, puisque 80-90% de nos opérations, c'était du minage d'Ether, avec des rigs. Ether classique, Ravencoin, même du Pigeon Coin, figure-toi que ça existe, qui est un fork de Raven. On a miné du Pigeon Coin pour nos clients qui voulaient du Pigeon Coin, donc pas de problème, on voulait du Pigeon Coin, on voulait du Pigeon Coin. C'était hyper rentable. Et ensuite, on a des clients qui ont confié des FPGA. Et les FPGA, donc vraiment, on a touché à tout. On est vraiment, je peux le dire humblement, mais on est vraiment des mineurs de crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on avait des cartes graphiques, on a miné avec des cartes graphiques. Les gens nous ont confié des FPGA, pas de problème, on a miné des FPGA. Vous voulez du Pigeon Coin, pas de souci. Vous voulez du CKB, pas de problème. On a vraiment fait de tout. On a touché à tout. Toutes sortes de cartes graphiques, entre les RX, entre les GTX de Nvidia, toutes sortes de gammes confondues de toute époque. Enfin voilà. Et puis évidemment, le merge devait arriver. Il y avait l'écho du merge. On savait que ça allait venir, mais on ne savait pas quand. Mais c'était toujours une épée de Damoclès. On savait que ça allait arriver. Et tu ne peux pas garder 80% de la colocation et dire aux gens tout va bien se passer, alors que tu as un iceberg droit devant toi. Tu sais pas trop identifier les distances Surtout en parce que personne Islande. n'avait la date. Mais ouais, oui, amalgame avec l'Islande, ouais, tout à fait. Ouais. La symbolique est forte, en effet. Ouais. Mais tu vois, l'idée, c'est que tu as un iceberg droit devant toi. Il s'appelle le merge. Il Mm. s'appelle Ethereum qui va switcher en proof of stake full et il n'y aura pas de mining. Donc l'iceberg est là et on ne peut pas foncer tout droit en direction de l'iceberg. À un moment donné, il faut prévenir les clients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'un an avant, on a anticipé et la plupart des clients ont switché ensuite sur du minage de Bitcoin. On a aidé énormément de nos clients à revendre leur rig. Ça, c'est une opération, pour moi, c'est un tour de force, vraiment. Et ça a aussi confirmé que Start Mining, c'est pas juste du mining ou du hosting, de l'hébergement, c'est aussi un marketplace, c'est aussi une aide concrète apportée à nos clients qui les ont aidés à switcher. Et aujourd'hui, oui, tu as raison, plus de 90% de nos clients minent du Bitcoin. Après, on a des demandes pour du Cadena, du Caspa, du Litecoin, du Dogecoin, ça reste possible, il n'y a pas de problème avec ça. On parle depuis tout à l'heure de start mining, mais on n'a toujours pas défini ce que c'était. Qu'est-ce que start mining? Ben, c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, c'est devenu un concept au-delà. C'est pour ça qu'on a une baseline qui s'appelle Beyond Hash Rate, d'ailleurs, qui se retrouve au-dessus de mining. Parce que c'est au-dessus de tout ça, c'est que Start Mining, au départ, c'était une colocation. C'est plein de mineurs des quatre coins du monde et de la France ramènent leur rig et on fait une coloc. Et on va abaisser les coûts d'énergie, les coûts d'hébergement, parce qu'on est nombreux. Donc, ça va être plus rentable pour tout le monde. Donc, Start Mining, c'était ça, un consortium, une coopération, si tu veux, de miners. Puis ça a évolué. Start Mining, aujourd'hui, c'est du minage, évidemment, c'est de l'hébergement, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Start Mining, c'est aussi une promesse. En termes de RSE, c'est une promesse d'énergie décarbonée. On peut tracer les électrons, puisqu'en Islande, toute énergie est green. Donc, derrière Start Mining, c'est du minage bio, si j'allais dire, éthique, puisque tous les bitcoins, ils sont green. Ils sont à la fois vierges et green.
Donc, il y a cette partie-là qui est très importante RSE, qu'on promouvoit, qui nous a amené aussi à faire partie de la Green Tech et d'être présent à Vivatech. Mais Start Mining, si tu veux, c'est au-delà de tout ça. Aujourd'hui, c'est du minage communautaire. Et c'est ça le Start, en fait. L'apothéose de Start Mining aujourd'hui, c'est le produit Start qu'on a lancé au CES en 2023 à Las Vegas. Et aujourd'hui, on se rend compte que Start Mining, c'est un concentré de valeurs, d'éthique, d'énergie green, de minage pour tous. Et en fait, tout ça dans un minage communautaire, derrière le prisme du Start, qui à lui seul va concentrer tout ce qu'on essaie de faire depuis des années. Et comment fonctionne le start? Alors, pour simplifier, le Start, c'est un... Alors, tu veux que je te dise comment il fonctionne ou qu'est-ce qu'il est? Comment il fonctionne? Les deux. En fait, alors, c'est un concentré. Alors, déjà, le minage, c'est dur. Le minage, c'est pas facile. C'est pas de l'argent gratuit, c'est pas de l'argent facile. Et c'est pas, tu branches une machine et ça mine. Ça marche pas comme ça. Le minage, c'est compliqué. Le minage, c'est 70%, 70 degrés pardon, d'expulsion d'air chaud. C'est de la logistique internationale. C'est possiblement des problèmes à la douane. C'est de la TVA. Chaque fois que tu changes de pays, c'est de la TVA. C'est de la défaillance hardware. On a des clients aujourd'hui qui ont acheté chez Bitmain, Watminer, Avalon et autres, et qui ont 20% de leur mine en panne, parce que les constructeurs ne garantissent pas, il faut le savoir, 2 ans ou 3 ans de hardware. On n'est pas en Union européenne, là. Les constructeurs, ils sont en Chine, ils ne garantissent pas le matériel. Donc, si tu veux, il y a des vraies problématiques dans le minage qui font que le mining, c'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est plus de 50% d'APR annuel. Il n'y a que les fonds d'investissement qui sont capables de proposer ça. Donc le minage, c'est génial, mais c'est très compliqué et c'est risqué. Et le Start, ça vient résoudre tout ça. Et pour faire très simple, le Start, c'est un token, c'est un NFT, ERC721. Et en fait, cet NFT, ben, il a tous les avantages du token. Donc ça veut dire qu'il va interagir avec un smart contract. Et ça veut dire aussi qu'il est cessible. On peut l'échanger sur des marketplaces comme OpenSea. On ne va pas payer de double ou triple ou quadruple TV à ce moment-là, tu vois. Ça n'aura plus rien à voir avec un hardware, avec du matériel qui n'est pas liquide, qui n'est pas accessible. Le Start, il est en plus, on peut le mettre en staking dans des différents pools. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux miner en Islande et ensuite changer d'avis et miner, je ne sais pas, au Paraguay ou au Canada, bah, tu vas déménager ta machine et tu vas repayer de la douane et tu vas repayer la TVA et tu vas repayer des frais logistiques. Là, tu prends un token, tu l'unstack, tu le restack ailleurs, ça t'a coûté que des gas fees, rien d'autre. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est juste, enfin, le concept, si tu veux, il est fou. Et le Start, finalement, il agit exactement comme ça. C'est comme une passerelle entre toi et le pool, en fait. Entre toi, le smart contract et le pool. Tu as un token. Dans le token, il t'identifie avec ton wallet Ethereum. On n'a pas de mot de passe identifiant. Tu arrives, tu te connectes avec MetaMask. Donc, tu te connectes, tu mintes le Start avec tes Ethereum ou tes USDT. Et tu vas le staker dans un endroit, dans des poches de hashrate. Le hashrate, il est déjà là, il est présent. Il t'a pas attendu le hashrate. Il est là. Mm. Toi, tu arrives parce que tu viens réclamer ton droit à ce hashrate. Et c'est ça le token, c'est un droit. C'est un droit à la récompense qui fait office de passerelle parce qu'une fois que tu as stacké, bah, que fait le pool de mining, Crux Pool? Il va interroger le smart contract. Le smart contract va dire: ah, ben, il y a Maxime qui a stacké à tel endroit avec 3 starts. Ah, bon, d'accord, ben, on va fragmenter la récompense, comme on fait le reward Bitcoin, et on va lui envoyer X reward, X Satoshi, X Bitcoin. Et c'est comme ça que ça marche. Et du coup, ça veut dire que nous, on ne gère pas l'argent des gens. Ça veut dire qu'ils sont en direct du minage. On a vraiment recréé une passerelle vers le monde du minage en faisant, en plus de ça, du minage un environnement communautaire. Et c'était ça. C'est ça le Start Mm. Mm. et ce qu'il représente. Et par exemple, comment gérer la durée de vie du start? Parce qu'on sait que les ASIC peuvent se Mm. casser, ne plus marcher. Que se passe-t-il si par exemple il y a un ASIC qui ne marche plus ou ça fait un certain temps que j'ai du start et comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. Par nature, un Start NFT n'a pas de durée de vie. Par sa nature même, verset 721, la durée de vie, elle est indéfinie. On le savait. C'était l'un des premiers problèmes qu'on avait rencontrés il y a un peu plus d'un an. Et ce qu'on savait aussi, c'est que de toute façon, un token ne pouvait pas être un ASIC.
on n'a pas titrisé le ASIC, on l'a pas NFTisé. Mm. On aurait pu le faire, mais on l'a pas fait. Si on l'avait fait, ça voudrait dire que un token start a pour sous-jacent, dans la vie réelle, un actif. Et ça s'appelle un security token. Mm. Potentiellement, security token. Ouais. Parce que s'il y a une promesse derrière de rendement, c'est un security. Ou alors, si ça n'avait pas été un security, ça aurait été un utility token assujetti à la TVA. Puisque c'est comme si on vendait des ASIC, en fait. Si on vendait des tokens et que derrière le token, il y a un ASIC, bah, c'est comme si on vendait des ASIC derrière le prisme du token. C'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Et ça va répondre à ta question, tu vas voir. C'est qu'en fait, le token, c'est vraiment un droit à la récompense qui a une durée de vie indéfinie. Et les ASIC, avec leur vétusté, avec leur défaillance, avec leur réalité économique, sont associés au pool. Et c'est le pool qui a une durée de vie. C'est le pool que nous, dans le lore de l'histoire du start, on appelle les nœuds d'énergie, qui justement fait convergence entre l'énergie, donc les coûts d'énergie mensuels, etc., la convergence avec le hash rate, la convergence avec les coûts de maintenance, les coûts d'hébergement, et en vérité, le pool de minage, enfin le pool de stake, pardon, finalement, c'est quoi? Bah, c'est un contrat d'énergie quelque part, tu vois, Ouais. qu'on a dans la vie réelle. Et donc, du coup, bah, les machines qui meurent, ça correspond à un pool où on annonce une durée de vie de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce qui va se passer, c'est que un pool qui a 2 ans d'avance d'énergie, où la liquidité, elle est baquée, quand les 2 ans sont consommés, bah là, on revient à un modèle mining classique où le pool doit s'autosuffire. C'est-à-dire que la production du pool va servir à payer les coûts de production. Ça, c'est le modèle que tu vois de partout, en fait. Tous les opérateurs de minage font ça dans le monde. C'est le moins bon modèle, il faut le savoir, c'est le moins bon modèle. C'est le modèle le plus terrible parce que tu burns tes bitcoins pour payer ton énergie. Donc, c'est pas le meilleur modèle, mais c'est un modèle qui permet de poursuivre la durée de vie des machines. Tant que c'est rentable, les machines tournent. Et donc, tant que le pool est rentable et tant que le pool existe, le token a une utilité. L'utility du token a du sens. Quand les pools seront morts, cesseront d'exister voilà, dans la vie réelle parce que les machines seront obsolètes ou autres. On imagine beaucoup de choses. En fait, on a la réponse si tu veux, mais il faut qu'on la conceptualise au niveau technique. C'est plus l'aspect technique et front et l'infographie qui est compliqué plus que la réponse que je vais te donner. La réponse, elle est très simple. Les gens iront burn leur start. En échange de quoi ils auront une réduction sur le start de la saison Mais suivante. c'est rentable pour les gens de faire ça ou parce que il faut payer un certain prix pour miner du start et du coup si on est obligé de le burn, on perd de l'argent, non, du coup. En fait, durant les 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, selon la durée des poules, les gens les starters auront déjà récupéré, auront déjà fait leur ROI. Techniquement, après ça dépend du cours, si tu veux, mais techniquement, ils auront déjà fait même plus que leur ROI, beaucoup plus que leur ROI, genre 2, 3 fois plus. Donc, je pense pas que ce soit un problème. Et en fait, la réponse, elle est même, elle diffère, c'est que quelqu'un qui burn son start, mais qui sait que en le burnant, il obtient quelque chose qui va lui être utile pour la saison suivante, crée une valeur résiduelle au start. Donc en fait, c'est pas le start vaut rien dans 3 ans ou 4 ans, mais tu as vraiment une valeur résiduelle. Et c'est important que tu poses cette question parce que les gens doivent vraiment comprendre, tout le monde doit comprendre que dans la vie réelle, la liquidité, elle est burn, puisque la liquidité que tu amènes à start mining avec ton start, quand tu le mint, c'est une liquidité qui va être utile au ASIC, à l'énergie, à l'hébergement, à tout un tas de choses. Donc dans la vie réelle, la liquidité, elle est burn, forcément, puisque c'est un consommable. Donc, le NFT ne peut pas avoir un usage éternel. Et c'est pour ça qu'on a créé le système de saison qu'on a mis dans le white paper. C'est parce qu'on le savait déjà en lançant le start, que le start aurait une saisonnalité et les pools ont une saisonnalité. Juste avant, pour pas tirer de conclusion non plus trop rapide pour ceux qui nous écoutent, le burn n'étant pas évidemment pas la seule option. Il y a des pools qui existent, qui ont l'avantage de durer beaucoup plus longtemps que d'autres pools. Et avant de burn, il est bon de se poser la question, est-ce que je peux pas l'unstake et le restake tout simplement ailleurs, dans un Ouais. pool qui dure plus longtemps? Ok. Et comment fonctionne un pool de stacking? Est-ce que un pool est égal à un ASIC ou plusieurs ASIC?
par exemple? En fait, un pool, c'est égal à une réalité du minage, à une offre, on va dire, un contrat, une offre, à l'intérieur duquel il peut y avoir 40, 50 mineurs. Voilà. Donc derrière, il y a une quarantaine, une cinquantaine de miners qui envoient du hash rate. Et surtout, si tu prends le pool Genesis, il est représenté par un ethos qui s'appelle Ignis. Et en fait, ça représente vraiment une vision du minage qui est la vision overclock, la vision bull market, où les gens veulent du matériel overclocké, du matériel qui envoie beaucoup de puissance, qui a une moins bonne efficience joule par terahash, à l'inverse d'un autre pool qui, lui, est représenté par un concept très opposé, où les gens sont beaucoup plus safe, beaucoup plus prudents. Et donc, si tu veux, derrière, tu as vraiment différentes réalités contractuelles où nous, on va downclocker. Donc, c'est très complexe derrière, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais tout ce qui est rack, tout ce qui est PDU, tout ce qui est transfo vont être calibrés pour permettre un downclock des miners ou permettre un overclock des miners. Donc, il y a toute une réalité derrière qui va répondre à différents usages. Et puis, bon, tu as des pools qui, on le représente là avec le système de skill, les caractéristiques. On voit bien qu'il y a des pools qui ont des caractéristiques différentes. C'est pas terminé, il y a beaucoup d'autres caractéristiques qui doivent arriver. Et on a beaucoup d'idées pour la suite des prochains pools. Ok. Et je voulais aussi savoir du minage à la récompense dans le wallet de l'utilisateur, comment fonctionne le processus de stacking? Alors, en fait, quand tu mets en stake ton token, on a fait un schéma d'ailleurs dans le white paper pour que tout le monde puisse l'avoir en visu. Quand tu mets en stake ton token, en fait, tu permets au smart contract de t'identifier. Alors, quand je dis de t'identifier, c'est pas Maxime en tant qu'individu, tu as bien compris, hein. C'est Oui. vraiment d'identifier ton wallet. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça me fait penser à la fusion Sengoku Vegeta. Il y a eu beaucoup de mèmes à l'époque là-dessus. C'est qu'en fait, ton wallet Ether, il est un petit peu raccordé avec ton wallet Bitcoin quelque part. Parce que tu mintes avec ton wallet Ether, mais tu stakes avec ton wallet Bitcoin. Parce que quand tu stakes, tu renseignes ton wallet Bitcoin. Là où tu veux recevoir tes récompenses, tes rewards. Donc, quand tu as fait ça, le smart contract, il a l'info. Et Cruxpool va interroger le smart contract. Et quand il interroge le smart contract, bah, il sait que il y a tel wallet Ether qui contient tel token, X quantité de tokens, et qu'il faut envoyer les rewards à telle adresse Bitcoin. Voilà. Donc, tout se passe comme ça en direct, en temps réel. Tout est automatisé, nous, on n'a pas besoin d'intervenir, il n'y a pas d'action manuelle de notre part. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ça recharge ce qu'on appelle la balance pool. Donc, c'est vraiment comme le minage traditionnel. Tu as une balance pool. Donc, c'est pas ce que tu as chez toi dans ton wallet ni dans ta ledger, hein. C'est en fait la balance pool qui est là, que tu peux voir sur ton dashboard. Mais en fait, la balance pool, elle se trouve chez Cruxpool, chez le pool. Et en fait, cette balance pool, c'est quoi? C'est une recharge en fait de reward. Et Cruxpool, à partir de mémoire, je crois que c'est 0,005 BTC, à partir de cette somme-là, il y a un claim qui se passe. Et en fait, Cruxpool paye, en fait, envoie les rewards aux utilisateurs directement à leur wallet Bitcoin qu'ils ont renseigné. Ça peut être leur ledger, ça peut être beaucoup de choses. Et ça permet d'économiser et d'optimiser le système de gas fees, puisque comme tu sais, il y a des gas fees dans les Mm. transactions Bitcoin. Donc voilà comment ça se passe. Ça va dans la balance pool et tous les X atteints de reward, les personnes sont payées. Il y a un claim qui se fait. Mm. Et il existe combien de pools de stacking chez vous? Alors aujourd'hui, trois pools. Trois Ok. pools de staking répartis dans deux grandes visions qu'on a appelées Ignis et Cryogénie, qui sont vraiment deux grandes visions totalement opposées du minage entre l'overclock et le downclock. Et trois pools qui finalement, il y a plus d'une centaine de miners aujourd'hui qui sont là, qui sont en ligne. C'était une bêta. On a démarré l'alpha avec Origin. Là, on est à la bêta. On est à 3% de tout ce qui arrive. Je vais pas trop teaser, mais on est Mm. vraiment, si tu veux, enfin voilà, tout à l'heure tu demandais quelles difficultés on a rencontrées. Les difficultés aujourd'hui, elles sont réellement présentes, des difficultés avec des devs, des difficultés de verrou techniques, technologiques parfois. Il y a beaucoup de défis, si tu veux, qu'on doit résoudre. Avec la chaîne aussi, avec Ethereum, on est en discussion avec d'autres équipes de d'autres chaînes. Donc il y a des verrous. Mais en termes de pool, aujourd'hui, on en a trois. Et l'idée, c'est d'en avoir des dizaines, des centaines. Enfin, le Start Mining, c'est comme ça qu'on voit le projet Start Universe.
Mm. Et par exemple, je me disais, si là, aujourd'hui, maintenant, j'ai envie d'acheter du start, quels sont les moyens de les acheter? Est-ce que je peux les acheter directement auprès de vous ou d'une marketplace, quelque chose comme ça? Alors oui, oui, les deux réponses sont vraies. Alors, faut être prudent avec les marketplaces parce qu'il y a des gens qui essaient un peu de scammer d'autres gens en faisant des faux starts, donc il faut faire extrêmement gaffe. Nous, on peut aller, bah oui, en allant sur le dashboard, on peut tout à fait encore minter du start. Il y en a 268 de mémoire disponibles. Ça va, à mon avis, ça va fondre là, comme neige au soleil avant le halving. On a prévu beaucoup de choses avant le halving. Euh, donc, c'est tout à fait possible d'obtenir du start directement sur le dashboard. Il suffit d'aller en première page du dashboard. Et d'ailleurs, quand on n'est pas connecté, on le voit, même connecté avec un wallet MetaMask, on peut voir la quantité de start encore disponible à la vente et la quantité de start donc, qui est vendue. On voit le supply total. Et évidemment, dans les marketplaces type OpenSea, il est possible aussi d'acquérir du start auprès d'autres propriétaires de start qui en ont et qui ont miné par exemple depuis un an et qui vont revendre leur start à X prix. Ça, Mm. c'est possible aussi. Et quel est le prix en moyen pour acheter du start? 1000 $. C'est un prix fixe. Alors, c'est intéressant la question que tu poses parce qu'elle a fait appel à une autre réalité du start. C'est que tous les starts naissent, j'aime beaucoup cette phrase, elle est pleine de poésie, naissent égaux en droit. Mm. Donc, le fait qu'ils naissent tous égaux en droit, c'est que il n'y a pas un start qui est supérieur à un autre start. Il n'y a pas un start qui va te permettre de faire un truc qu'un autre start ne permettra pas de faire. Et donc, en fait, tous les starts étant égaux, ayant les mêmes caractéristiques et les mêmes droits, de même saison, je précise, dans la saison 1, ça veut dire que le prix est figé, il est fixe. On n'est pas du tout sur un ERC20 que tu as sur Binance, où le prix il est soumis au cours Ouais, en fonction du supply total, en fonction de la croyance, de l'utilisation ou autre. Il n'y a pas du tout, enfin, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment un NFT qui correspond à un usage précis. Tu peux pas faire autre chose que ce pourquoi il a été conçu. Et donc, il a un prix fixe, précis, 1000 $. Mm. Et je me disais aussi pourquoi vouloir rendre plus accessible le minage de Bitcoin parce que 1000 $, c'est assez accessible comparé au prix qu'on peut pour miner du Bitcoin. Alors, pourquoi le rendre plus accessible? Bah, parce que, en fait, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. Déjà, la vision de Satoshi, je pense pas que ça a été que ce soit réservé aux industriels. La vision de la personne ou du groupe de personnes qui est derrière Satoshi Nakamoto, je pense pas que ce soit. Je pense que Bitcoin sert d'exemple de ce qui est possible de faire. Voilà. Et je pense que la philosophie derrière, c'est que Bitcoin, c'est une œuvre d'art. C'est magnifique. Mm. C'est magnifique dans son concept, dans la preuve de travail, c'est magnifique. Parce que la preuve de travail évoque une réalité derrière laquelle le travail, c'est l'énergie. Et l'énergie, ça se monnaie. Euh, et c'est de moins en moins accessible. C'est de plus en plus prisé par des industriels. Et en fait, même si tout le monde convoque le sujet de la décentralisation et l'invoque de partout, nous, on pense que la décentralisation, c'est formidable, mais il y a du bon aussi dans la centralisation. Centraliser, regarde la colocation. La colocation, c'est ça. Tu centralises des machines pour mieux les décentraliser. Mm. Parce que si tu fais pas ça, si tu veux miner dans ton garage, tu es confronté à des géants qui sont aujourd'hui au Texas, pour la plupart. Et ces géants qui sont au Texas, tu n'as aucune chance contre eux. Un mineur est toujours en compétition avec un autre mineur. C'est comme ça. Un mineur apporte de la puissance de calcul qui augmente la difficulté du réseau. Augmenter la difficulté du réseau fait que la part du gâteau est plus petite, puisqu'on est plus nombreux, beaucoup Mm. plus nombreux. Donc le gâteau, il faut le découper en plus de parts. Il y a toujours 6,25 bitcoins par bloc, là, avant le prochain halving. Donc si tu veux, plus le temps passe, moins c'est accessible. C'est ça la réalité, c'est que plus le temps passe, et plus il faudra d'énergie, et plus ça va coûter cher d'avoir un bitcoin, et plus les industriels s'en sortiront vainqueurs, puisqu'ils sont plus nombreux en termes de force de frappe pour aller chercher des prix d'énergie plus bas. Donc, plus on avance, si tu veux, dans le temps, et plus la réalité, l'histoire qui est en train de s'écrire, c'est que les mineurs ne pourront plus miner aujourd'hui du Bitcoin. Ça va être de plus en plus difficile. Sauf si tu as un Bitcoin à 300 000 $, mais ça sera de plus en plus difficile. Et
je crois il y avait une place aussi de marché pour nous dans ce modèle économique, dans ce concept de recréer l'accessibilité vers les gens en passant, et c'est ça qui est contre-intuitif si tu veux, mais qui fait tellement sens, c'est qu'en repassant par la centralisation pour mieux décentraliser, en fait, on Mm. atteint l'objectif, puisqu'on se met au même niveau que ces géants au Texas, enfin à peu près au même niveau, restons humbles, pour mieux décentraliser, tu vois ce que je veux dire, la puissance de calcul pour l'amener vers les gens. Je pense qu'il y a un sens aussi éthique. euh, on veut que les gens gagnent de l'argent. Voilà, j'ai envie d'écrire cette phrase dans le mur de notre coworking ici chez Start, dans le bureau. On veut que les gens gagnent de l'argent. On veut que les gens y arrivent. Je veux pas appeler des gens qui ont, je te le dis dans le podcast haut et fort, j'ai pas envie que la communauté soit simplement des gens qui veulent venir par appât du gain. J'aimerais qu'on attire des personnes qui soient intéressées par la philosophie et par ce qu'est le minage. Voilà. Mais il y a une réalité quand même qui est bien présente, c'est qu'il faut que ce soit rentable pour tout le monde, le plus rentable possible et le plus accessible possible. Parce que euh, regarde les fonds d'investissement, regarde les family office, regarde le budget qu'il te faut pour faire plus de 10% par an. Ce n'est pas accessible au commun des mortels. Et je vais te faire une Mm. confidence, direct live, Maxime. Le start à la base devait être à 100 dollars. Il n'a jamais été prévu que le start soit à 1000 dollars. Il devait être à 100 dollars. La raison pour laquelle le start est à 1000 dollars est une raison purement verrou technologique que personne ne peut résoudre aujourd'hui. À part disrupter le Lightning Network, tu ne peux pas avoir un start à 100 dollars et claim une balance pool de Bitcoin. C'est juste pas possible. Puisqu'à 100 dollars, tu as tellement peu de hash rate par token que la cote-part de reward que tu Il faut obtiens devient énormément tellement d'argent. insignifiante que du coup, Oui. tu ne peux jamais claim ta balance pool sauf une fois tous les 2 ans et ça n'a plus aucun sens. Donc en fait, le start à 100 dollars, à part aller dans le Lightning Network ou disrupter la techno, c'est pas possible. Mm. Celui qui Mm. nous entend et qui me dit que c'est possible, qu'il a la solution, je veux bien le rencontrer. Aujourd'hui, c'est pas possible. On y travaille, on y réfléchit. Ça nous amène sur un autre sujet chez Start Planning, c'est de la deep tech. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Pour l'instant. Pour l'instant. Peu importe la chaîne, Ethereum, Starknet, what, ça n'a rien à voir. C'est par rapport au claim de Bitcoin, c'est pas possible. Mm. Depuis un certain temps, on parle beaucoup de régulation. Quelles étaient les étapes pour être conforme à la régulation chez vous? Je sais aussi que en Islande, d'après ce que j'ai entendu, en Islande, en termes de, ils sont pas très crypto-friendly. Donc je voulais savoir tout ça. Alors, en Islande, alors c'est pas tant qu'ils sont pas très crypto-friendly, c'est que en fait, alors l'Islande a été très 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 heureuse de rencontrer les mineurs, puisque faut quand même savoir que les mineurs ont complètement financé les installations, les infrastructures, à la fois énergétiques et à la fois data center dans le sud de l'Islande en particulier. Donc là, on a plus de 80 mégawatts quand même de mining qui ont été financés par des mineurs en Islande. Donc c'était génial. Les politiques ont été éduqués pour comprendre ce que c'est. Là où c'est pas trop crypto-friendly, c'est que l'Islande est très conservatrice et fait très très attention à tout ce qui est sujet monétaire. Eux, la crise des subprimes, ils se la sont prise de plein fouet et ça a été une catastrophe pour l'Islande, qui à l'époque était à moins de 300 000 habitants. Une crise monétaire, c'est une catastrophe nationale. Donc ils sont très conservateurs. Mais cela étant, comme beaucoup de pays d'ailleurs, ils sont pas à l'aise avec les cryptos, mais très à l'aise avec l'industrie du mining. Puisque tu vois, puisque c'est une industrie qui prend les surplus d'énergie. Donc c'est une industrie qui est Oui. extraordinairement rentable en fait. C'est une manne financière pour eux. Euh, pour répondre à ta première question sur le fiscal et le regulatory, c'est très simple. On connaît le problème depuis pas mal d'années. On sait que c'était difficile. On sait que lancer un token, ça pouvait être apparenté à un security ou à autre chose, ou être soumis à la TVA. Et en fait, pour te répondre, avant même la sortie du white paper, avant même la, 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 la conceptualisation du start sur le plan technique, on s'est baqué par des avocats. C'était Ok. notre premier réflexe, les avocats. Ça nous a coûté extrêmement cher. On a fait appel à 3 cabinets très réputés. On les a challengés entre eux. On a demandé que les uns vérifient les autres dans leurs études. On a eu du coup un mémo fiscal. Le mémo fiscal a été revalidé, disant qu'il n'y a pas de TVA.
parce qu'en fait, c'est du minage, et que tu as une doctrine européenne, donc même pas française, mais européenne, qui dit que le minage n'est pas soumis comment on appelle ça, n'est pas assujetti à la TVA. N'est pas assujetti à la TVA. C'est-à-dire qu'il n'entre pas dans le champ de la TVA. Et donc, ça veut dire que le minage est hors champ, tu vois, et comme le token start, c'est du minage, bah, du coup, on est hors champ. Donc, on a un mot fiscal, il a été revérifié, on a disclose la question de la requalification en fonds d'investissement ou en crowdfunding avec l'AMF. Enfin, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et on a des avocats qui sont même intervenus lorsqu'on a lancé la bêta à Paris, lors du salon Virtuality. On a même des avocats qui sont venus pitcher avec nous pour expliquer le parcours et pour expliquer que Start n'est pas un security token. C'est très important. Start est un token de nouvelle nature en voie d'apparition. C'est ça qui a donné du fil à retordre aux avocats et aux spécialistes de la question. Le Start est un Fungible Utility Token. Très précisément, c'est un FUT. Ouais, putain. Voilà. J'ai jamais entendu Non, mais non, cet enchaînement. C'est... parce que, J'aime parce que beaucoup. mais oui, parce que ce qui est fou, c'est que mais vraiment, ils l'ont qualifié tel quel. Parce que en fait, c'est un spécimen qui n'existait pas, qui est à la croisée entre les mondes du minage, Et le du monde. Web3 NFT et du staking. Tu vois, c'est à la croisée entre tous les mondes, tu vois. Donc, c'est un nouveau spécimen. Et est-ce qu'il existe des projets similaires qui font quelque chose comme vous ou vous êtes vraiment seul? Alors, si ta question, c'est est-ce qu'il existe des projets qui ressemblent au Start? La réponse est oui. S'il existe des projets comme Start, la réponse est non. Alors pourquoi oui? Alors je vais commencer par non parce que c'est plus rapide. Pourquoi non? Parce qu'il y a personne qui a, enfin aujourd'hui je ne connais pas d'entité qui a emprunté ce chemin. Il y a des entreprises qui veulent aller vers la même destination que nous, donc recréer l'accessibilité, tout ça. Mais je ne connais pas d'entreprise qui a entrepris ce chemin-là, d'un token qui interagit avec smart contracts. Ça n'existe pas. À ma connaissance, ça n'existe pas. Pourquoi ensuite je réponds oui? Parce qu'il y a des entités qui ont titrisé leur entreprise. En fait, c'est comme des SPV. Une SPV, c'est une entité, tu mets 90 investisseurs dedans et tu vas la titriser. Alors, et en expliquant que les gens peuvent avoir la propriété justement de leur miner ou en tout cas d'une partie, d'une bonne part plutôt de l'entreprise qui a en actif des miners. Donc, il y a des choses qui se font, qui ressemblent plus ou moins. En Chine, tu as aussi un autre concept qui est que le NFT est un morceau, un fragment du ASIC. Donc tu vois, il y a d'autres approches, il y a d'autres chemins qui sont empruntés. On connaît très bien ces chemins, on les a étudiés avant même de lancer Start, on les connaît bien. Il y a une raison pour laquelle on n'a choisi aucune de ces options-là. La raison, elle est toute simple. Ça casserait la raison même de l'accessibilité. Tu ne peux pas dire que tu résous le concept de défaillance des miners et le risque hardware que les gens prennent quand ils achètent du hardware en disant que derrière un token, le sous-jacent, c'est quoi? C'est le hardware. Tu vois, et que c'est backé Ouais. par du hardware. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton token est égal à un ASIC, alors si le ASIC meurt, le token ne sert à rien. Ça n'a plus aucun sens. Nous, à Le Start, on a mutualisé vraiment la perte en cas de défaillance et le bénéfice. Enfin, c'est vraiment une mutualisation, ce qui se passe. C'est vraiment du mining communautaire. Et pareillement, personne. Les opérateurs de minage, sans les nommer, qui veulent titriser, ou qui titrisent déjà, des entités, où il y a des investisseurs à l'intérieur, etc. En marketant le fait que les gens sont propriétaires de quelque chose dans la vie réelle, ne se rendent certainement pas compte encore du défi technique et logistique que représente une propriété et de l'illusion qu'est une propriété. Nous, ça fait 5 ans qu'on opère. Je peux dire, ça fait 5 ans qu'on a des milliers de clients qui font de l'hébergement chez nous avec des miners. Avoir un token qui te donne la propriété de miner ou d'une entreprise qui contient des miners, c'est un cauchemar fiscal, c'est un cauchemar
logistique. Et si demain, tu as 1000 personnes qui te demandent de leur envoyer 1000 miners à 1000 destinations différentes, en sachant qu'il y a 1000 déclarations différentes de logistique, Oui. c'est un cauchemar. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que, en fait, il y a d'autres solutions qui existent, mais si tu veux, on les avait étudiées, ces solutions. Mais comme on est dans le minage depuis maintenant un paquet d'années, on a fait un état de l'art de tous les problèmes, proprement du minage, les vrais problèmes qu'on ne voit pas. Et on sait que la propriété, c'est pas du tout, mais alors, pas du tout un avantage. C'est un cadeau empoisonné Oui. pour ce que ça représente derrière. Et je peux te le dire parce que quand on devait renvoyer des rigs post-merge, des rigs qui n'ont pas pu être vendus post-merge à des gens après le merge Ethereum, je peux te dire que personne ne voulait récupérer ces rigs. Les gens voulaient nous les laisser ou qu'on leur achète des rigs. Et là, c'est ce qui va se passer. Il y a le halving qui arrive, il y a des ASIC de 2 générations derrière, il y a des clients qui nous demandent est-ce que vous pouvez nous les racheter. La propriété est un cadeau empoisonné parce que ça t'entraîne avec elle dans tout ce que ça demande en termes de gestion, d'entretien, Oui. etc. Donc, voilà, pour te répondre, désolé, moi je fais des réponses très Oui. longues. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Mm. Si on n'est pas allé sur ces chemins-là, c'est qu'on sait que c'est des chemins qui sont pas les meilleurs. Mais alors, vraiment pas les meilleurs. Mm. Et vous pensez, vous êtes à quel stade de votre projet et quelles sont les prochaines étapes? Je pense qu'on est au stade, on est vraiment au stade de 2-3% du projet. Pour moi, on est vraiment encore en bêta. On a encore besoin de feedback aussi des utilisateurs. On sait exactement où on va aller. Ça, on sait où on va aller. On sait ce que doit être le start. Et on est très très loin d'atteindre vraiment ce que le start doit être en raison de plein de, de verrous technologiques. Aujourd'hui, il y a des chaînes qui ne sont pas prêtes pour faire ce qu'on veut faire avec le start, en termes d'interaction avec le smart contract, en termes d'information, etc. Je parle des gas fees, c'est pas que les chaînes ne peuvent pas le faire, c'est que ça coûte trop cher en gas fees, plutôt. Donc, on en est aujourd'hui au stade vraiment très basique. Aujourd'hui, on peut interagir à peine avec le smart contract, on peut staker dans 2-3 pools, on n'a pas vraiment de choix. Mais l'idée, c'est vraiment de diversifier, c'est de ne pas avoir que Bitcoin, c'est d'avoir plein de crypto-monnaies possibles. Et puis, et puis, si le régulatory nous le permet un jour, on caresse l'espoir qu'il n'y ait pas que du minage. Voilà. Et ça, c'est, je pense, c'est ce qui va disrupter un peu le monde dans notre écosystème du start. C'est que le start, c'est une passerelle, mais une passerelle vers un monde. On a appelé ce monde minage. Demain, ça peut être un autre monde. Mais le start est une passerelle. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette passerelle? C'est ce qu'on est en train d'écrire. C'est ce qu'on est en train de rédiger, c'est ce sur quoi on travaille. Il ne faut pas que ça nous coûte trop cher non plus. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire sur du moyen long terme, puisque ça coûte très cher d'écrire cette Oui. histoire et de répondre à ces questions. Mais maintenant, au niveau du minage, et pour rester dans notre univers actuel, le start, les pools, les ethos, le dashboard, la communauté, là aussi, on en est encore au balbutiement. Il y a énormément de travail. Sur Figma, on a un projet qui est prêt depuis 6 mois. Le dashboard que tu as sous les yeux, c'est 20% de tout ce qui est déjà créé sur Figma. Donc, on est en train de travailler avec les devs pour apporter la suite. Personne n'est prêt, ça je te le garantis. Personne n'est prêt à ce qui arrive et on a vraiment hâte. Et tu vois, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que finalement, il n'y a pas que la rentabilité qui compte. On voudrait pas que les gens viennent que parce que c'est rentable. On voudrait que les gens viennent parce qu'il y a une histoire qui les a séduits, qui leur plaît, et parce qu'il y a une communauté qui les appelle, mais pas que parce que c'est rentable. Parce que la rentabilité, c'est pas nous qui la faisons, c'est le marché. Tu vois, Mm. on peut pas deviner le marché, on peut pas créer le marché, on peut pas faire le marché. Vous utilisez bien la suite de votre projet en tout cas. J'avais encore deux petites questions à vous poser. Euh, Vous avez pas mal d'expérience maintenant dans la crypto et dans le minage. Qu'est-ce que vous conseillez à un étudiant qui voudrait en découvrir plus dans la crypto, dans le minage par exemple? Alors, un étudiant qui va en découvrir plus, moi je le conseillerais vraiment, je le conseillerais de se former, mais
mon vrai conseil, ce serait pas seulement de se former dans l'écosystème, le cosmos Web3 au sens très large, mais c'est de se former sur la philosophie qu'il y a derrière la crypto-monnaie. Parce qu'on en perd le sens des réalités, parfois dans le Web3. Quand tu as des projets qui font 1000% en 48 heures, on en perd le sens des réalités. Et je pense que, en tout cas, moi, j'ai pas appris à rencontrer la crypto avec des 1000% en 48 heures. J'ai appris avec la valeur des choses. Et la valeur des choses, de mon humble avis, c'est que soit tu as une crypto-monnaie qui est backée par l'énergie qui coûte à des gens, qui coûte à un écosystème, qui coûte aussi à la Terre, et qui a besoin d'être green, soit tu es face à une monnaie qui a une preuve d'utilité forte, qui va servir à un écosystème entier, soit qui est adossée à une autre forme de croyance, quelle qu'elle soit, mais qui va générer de la valeur. Mais lire ce qu'on ne lit pas, regarder ce qu'on ne regarde pas. Il faut être capable de discerner ce qui est la raison profonde derrière un projet. Si c'est qu'une croyance par un effet de FOMO général, ça va s'essouffler, ça va s'estomper. Les bases doivent être plus solides que l'éphémérité d'un FOMO. Donc, si tu veux, mon conseil à un jeune étudiant, c'est de se raccrocher à la raison profonde qui fait d'un projet un projet. Pas seulement à l'équipe non plus, parce qu'un CV, ça peut être très beau, mais servir à rien. C'est pas que l'équipe. C'est bien, ça fait une preuve de confiance, c'est super, c'est un proof of life. Derrière le projet, il y a des gens vivants, proof of life, cool. Mais ça suffit pas. Quelle est la raison profonde du projet? Quel est le but du projet? Pourquoi est-ce qu'il existe? Voilà. Et je pense que répondre à ça et raccorder ça avec les wagons de sa propre personnalité, de sa propre éthique, fait qu'il y a une espèce de communion entre toi, enfin entre l'étudiant et le projet, qui fait que là, ça fait sens. Mais si la personne est concentrée là-dessus, ça veut dire qu'elle va écarter de son champ de regard tous les sujets rentabilité, performance, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, Et quelle est la raison profonde de Start Mining? j'attendais cette question. Je me Ouais. disais en te disant ça, je dis tiens, il m'a pas demandé. J'attendais. Je pense sincèrement que la raison profonde de. Alors, de Start Planning ou du Start? Tu veux laquelle des deux réponses? Le Start. Ouais. Bon, en fait, c'est presque la même chose de toute façon, parce que le Start, c'est un prolongement finalement de Start Planning. La raison profonde, honnêtement, c'est que on veut que la passerelle soit la plus simple, la plus claire, la plus intuitive et la plus rentable évidemment possible vers les gens. Euh, Il y a des gens qui nous disent pourquoi est-ce que vous ne le faites pas pour vous? Bah oui, on le fait pour nous, on mine pour nous. Mais le monde est tellement vaste, c'est tellement large, l'écosystème est tellement grand. Pourquoi on le ferait que pour nous? Mm. Pourquoi on le ferait que pour nous? C'est la grande question. Pourquoi est-ce que Star Planning ferait uniquement du self-mining comme le font toutes les industries qui sont au Texas? Pourquoi? Quoi faire? En fait, que tu aies 1 milliard sur toi ou 1 million, ton burger aura le même goût. Je suis sérieux, voilà, donc c'est la vérité. C'est ok, c'est bien de gagner de l'argent, ok, c'est super, c'est bien fait, c'est sain, mais c'est un monde qui se partage. Et le start, c'est un monde qu'on veut partager. C'est un écosystème que tout le monde raffole. Le minage, tout le monde aime le minage. Il n'y a qu'à voir les vidéos qui font le plus gros référencement. Généralement, c'est des sujets propres au minage. Donc, ça intéresse beaucoup de monde, le minage. Euh, Créer l'accessibilité vers ce monde, c'est la raison profonde du start. Voilà. Et faire que les gens gagnent de l'argent, et faire que les gens soient contents, et faire que les gens soient ensemble dans une communauté forte et engagée. Voilà, ça, c'est le top. Mm. J'avais aussi une dernière petite question. Je le dis, je la demande à tous nos invités. Est-ce que vous avez un invité à conseiller pour un prochain épisode? Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, je pense à Julien. Julien Gourlet de Cruxpool, le CEO de Cruxpool, qui Ok. nous a beaucoup aidé d'ailleurs sur sur la tech par rapport au paiement, aux claims, etc., à l'automatisation des paiements avec Cruxpool. Je pense que c'est une personne très intéressante si tu veux plonger en low level sur le monde du pool et du mining. Ça peut être très intéressant de l'interroger.
Ça peut être très pertinent. C'est une personne qui est très pertinente dans ses réponses et très technique. Très bien. Merci en tout cas pour cet épisode. C'était très très intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses et les gens, je pense qu'ils sont très curieux d'en savoir plus pour Start Mining. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne journée et merci beaucoup. À Maxime, bientôt. merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi et à très bientôt. À bientôt.